Ok, je peux commencer. Parfait. Bonsoir, rebonsoir à tous. Et nous sommes assez contents de se retrouver pour cette autre édition des workshops internes de l'association, surtout sur la partie recherche et développement. Et nous accueillons pour cette session Tatiana Moteur, qui nous parlera de la data augmentation, l'augmentation des données pour les cas spécifiques des entités nommées, dont le titre en anglais, Data Augmentation for Data Transfer on Entity Recognition System. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais je pense que c'est ça. Non, on laissera le soin à Tatiana de se présenter et de faire sa présentation sur 30 minutes, suivie d'une série de questions, échanges sur, on va dire, de 20 à 30 minutes. Et après, avec un mot de conclusion de part et d'autre. Bon, Tatiana, tu as la parole. Ok, merci Elvis. Bonsoir à tous. Alors, je suis Tatiana Moute, chercheur en NLP à groupe de recherche Data Science à l'Université de Paderborn. Et aujourd'hui, je vais présenter un de mes travaux que j'ai eu à faire durant un programme de recherche qui est porté sur l'augmentation des données, le transfert de domaines spécialement sur des systèmes de reconnaissance d'identité nommées. Alors, à propos de moi, j'ai fait EMS AMI, donc je suis un alumni de EMS et je suis actuellement en recherche à NLP et en même temps le PhD, doctor, Tu peux, doctorant, voilà. tu peux juste Oui. nous dire ce que c'est que EMS, pour ceux qui ne connaissent. EMS, c'est le programme sponsorisé par Google et Facebook, le African Institute for Mathematical Science, qui se trouve actuellement dans plusieurs pays africains. Donc, c'est un programme intense d'un an. J'ai fait mon master en intelligence artificielle. Donc, je l'ai fait au Ghana. Le programme en question, il est basé au Ghana, au Rwanda, au Cameroun. Alors, pour celui dont la filière poste l'intelligence artificielle était basée au Rwanda et au Ghana, et actuellement, c'est au Sénégal. Donc, je suis également membre de Masakani, qui est une organisation qui a pour mission de promouvoir les recherches en NLP dans les langues africaines par des Africains. Et également membre de TILAN, qui a pour mission de promouvoir de nouvelles technologies pour les langues africaines. Et également membre de YouTube, qui a pratiquement la même vision, qui a pour mission d'introduire les langues africaines dans le cursus scolaire. Et également co-fondateur de l'association Women in Machine Learning et Data Science Yaoundé, qui a pour mission de supporter et de promouvoir les femmes et les minorités de gens qui sont intéressés et qui font dans le machine learning et la data science. Donc, à travers cette présentation, je vais présenter le problème dont on essayait de résoudre. Je vais présenter quelques définitions. Ensuite, je vais parler des techniques d'augmentation de données. Je vais présenter un cas spécifique. Et ensuite, je vais présenter quelques avantages et quelques limites dont nous avons rencontrés durant le travail et quelques applications. Ensuite, je vais conclure. Alors, concernant la problématique, ce que nous pouvons dire, c'est que le machine learning actuellement présente de diversification et c'est un domaine qui s'accroît très rapidement de nos jours. Et par cette croissance, cela engendre qu'il va présenter plusieurs challenges qui sera d'améliorer la performance de ces modèles. Alors, manipuler les modèles de deep learning demandent un grand volume de données pour que ces modèles puissent avoir une bonne performance et une bonne précision. Et cela nécessite une annotation des données qui fait en sorte que l'annotation manuelle des données est vraiment
coûteux et ça demande beaucoup de temps. Alors, également, le nettoyage de ces données-là demande une assistance pour avoir une précision de modèle, une bonne précision de modèle à la fin. Donc, le machine learning également a besoin de ces variations-là pour rendre le modèle robuste. L'une des solutions dont nous avons adopté serait l'application des techniques d'augmentation des données. Alors, c'est quoi l'augmentation des données? C'est un processus artificiel qui permet d'augmenter le nombre de données en générant de nouveaux points de données à partir des données qui existent déjà. C'est également un élément du machine learning et ce n'est pas vraiment populaire en NLP, comme ça l'est dans le domaine de computer vision, qui est la reconnaissance d'image. Étant donné que dans le domaine de computer vision, il est très facile d'augmenter les données, dans le sens que lorsque nous avons une image, il suffit juste de soit roter l'image, soit tourner l'image, soit ajouter des bruits sur l'image, ou alors soit... En fait, ces petites manipulations de l'image là permettent d'augmenter des données. En NLP, c'est un peu délicat parce que nous manipulons des textes. Il faut prêter attention soit sur la syntaxe, soit sur la compréhension, le codex, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Alors, l'augmentation de données est également important dans le sens où ça permet d'améliorer les performances des modèles de machine learning. Ça permet également de réduire le coût opérationnel en introduisant certaines transformations sur les données et également d'assister dans le nettoyage des données, qui est également essentiel pour avoir une bonne précision des modèles à la fin. Et ça permet également de rendre des modèles machine learning assez créatifs en créant des variations dans ces modèles-là. Par ailleurs, le Nematic Recognition System, certains le connaissent sûrement déjà, c'est un processus qui permet de reconnaître des mots ou des phrases qui mentionnent des entités dans les textes, comme des localisations, des personnes, des organisations, et ainsi de suite. Nous avons un exemple sur l'image ici à côté, où on a un texte, lorsqu'on applique la reconnaissance d'entités nommées, on va se rendre compte que là, on aura des identifications de ces textes-là, telles que les organisations, des dates, et ainsi de suite. Alors, parlant des techniques dont nous avons opté durant ce travail, nous parlerons du remplacement par synonyme. Alors, le remplacement par synonyme, c'est quoi? C'est que nous avons un texte. Nous choisissons aléatoirement un mot dans ce texte-là et nous le remplaçons par son synonyme. Nous ajoutons le texte final au texte de départ dont nous avons. Donc, celui dont on a remplacé le synonyme au texte de départ. Donc, on combine ces deux textes-là, ce qui nous fait le double des données dont on avait au départ. On a également la traduction arrière. La traduction arrière, c'est quoi? Si nous faisons l'exemple, par exemple, si nous faisons l'exemple de Google, lorsque nous allons sur Google Translate, nous essayons de traduire un mot, par exemple, du français en anglais. On a là, I have no time. Lorsque nous essayons de traduire de l'anglais au français, ça nous dit je n'ai pas le temps. Mais lorsque nous faisons une traduction arrière de je n'ai pas le temps, nous aurons un truc comme I do not have time. Ce qui fait que cette différence entre ces deux traductions-là serait considérée comme une augmentation de données, en fait. C'est ça la traduction arrière. Et également, on a la suppression de mots, c'est-à-dire nous choisissons aléatoirement un mot dans le texte dont nous allons le supprimer. Et puis, nous allons additionner ces deux textes-là et cela fera notre texte de départ. Et également, on a la modification ou le changement de mot, c'est-à-dire nous choisissons aléatoirement un mot dans un texte et nous changeons la position de ce mot-là avec un autre mot. On a l'exemple là sur cette image du Dog Walk Home. On a le back translation nous donne the dog head to hit sow. Lorsque nous traduisons et nous revenons en arrière, ça nous donne une autre traduction qui est un peu différente. C'est pas dans tous les cas. Parfois, nous pouvons faire une traduction arrière et avoir la même phrase de départ, mais parfois non. Il y en a également le remplacement par synonyme.
où nous avons des docs roll home, c'est-à-dire qu'on a remplacé walk qui était ici dans cette phrase-là par son synonyme. Et on a également synonyme insertion, c'est-à-dire qu'au lieu de supprimer le mot ou de le remplacer, on insère soit dans une position avant ou après le mot. C'est-à-dire qu'on choisit walk, on insère un mot quelconque là en avant du mot. The doc about walk home. So, c'est un peu en quelque sorte les différentes techniques d'augmentation de données qui existent. Alors, également, nous avons des librairies qui sont disponibles pour ce travail. Nous avons le texte augment, nous avons Ogli, la librairie Ogli aussi qui permet de manipuler l'augmentation des données en NLP. Nous avons NLP-Org, nous avons Paro Paraphrase, nous avons Pegasus Paraphrase. Maintenant, le cas spécifique sur lequel nous avons travaillé, c'était le transfert de domaine. Alors, le transfert de domaine, c'est-à-dire, on a eu plusieurs types de domaines de données. Donc, on prend un domaine de données, on applique l'augmentation de données et on essaie d'évaluer sur un autre domaine. C'est ça qu'on a appelé, c'est selon cela qu'on a appelé transfert de domaine. Donc, on prend un domaine de données comme par exemple un domaine Twitter. En fait, ceci, c'est la liste des données dont nous avons manipulé durant tout ce travail. Nous avons utilisé les données Cornell, c'est-à-dire les données NERF de ce domaine, spécialement sur les données en anglais, parce que ce grand volume de données est divisé en 3 langues, je pense, en arabe, le chinois et l'anglais. Donc, nous avons juste utilisé la partie anglaise des données. Également, nous avons utilisé les données TwitterNet, Twitter. Nous avons utilisé les données OnToNet, les données WebPage NER et également Wikipédia NET. Donc, ce que je disais, c'est que on prend par exemple Twitter, on applique l'augmentation de données sur Twitter et on l'évalue sur OnToNet. Voilà un peu en quelque sorte ce dont on a fait, c'est-à-dire le transfert de domaine. Vous voyez un peu comment est-ce que ça pourrait améliorer la performance du modèle dont on a utilisé. Alors, étant donné que nous travaillons sur la reconnaissance d'identité nommée, il est important de noter que toutes les techniques dont je présentais ici ne s'appliquent pas. Parce que là, on est en train de travailler sur la reconnaissance d'identité nommée. Et nous devons prêter attention au fait à la méthode utilisée parce que la reconnaissance d'identité nommée nécessite, comme je l'ai défini plus haut, la reconnaissance de mots et phrases dans les textes. Ce qui fait que lorsque nous appliquons n'importe quelle technique d'augmentation, on pourrait perdre certaines entités dans le texte. Donc, pour ne pas perdre ces entités et à la fois avoir un texte qui n'a pas de sens. Donc, pour ne pas perdre ces entités, nous avons opté pour certaines méthodes spécifiques, certaines techniques d'augmentation de données spécifiques à ce niveau, qui sont la suppression des ponctuations dans le texte, c'est-à-dire, on prend le texte de départ, on supprime toutes les ponctuations qui existent, on l'additionne, le texte final dont on obtient, on l'additionne avec le texte de départ et à la fin, ça nous produit nos données finales. Ensuite, nous avons appliqué capitalisation, c'est-à-dire qu'on enlève tous les... Comment est-ce qu'on dit cela en français? Les majuscules? Oui, voilà, les majuscules. On enlève tous les majuscules sur le texte de départ, on le combine avec le résultat qu'on obtient, on combine avec le texte de départ et ensuite ça produit nos données finales. Et ensuite, on a utilisé la librairie, une des librairies dont je présentais plus haut, qui est le NLP-Org. Et cette librairie permet soit d'insérer aléatoirement un caractère un mot aléatoire dans le texte. Donc, en fait, on n'insère pas le mot, mais on insère le caractère. Comme je l'ai dit, la reconnaissance d'identité nommée, il faut faire très attention. Sinon, à la fois, on aura un texte qui n'a pas de sens. Donc, au lieu d'insérer un mot, carrément, on insère juste un caractère sur le mot en question. Ensuite, il y a l'échange, on choisit un caractère aléatoire sur un mot et puis on essaie de changer de position. Ou alors, on a également appliqué la suppression, c'est-à-dire qu'on choisit un caractère aléatoire sur le mot dans un texte et puis on le supprime. Ou la substitution qui est également l'échange.
Alors, comme modèle dont nous avons implémenté ici, nous avons utilisé la librairie Flair. C'est une librairie en NLP qui permet de manipuler les entités, la reconnaissance des entités nommées, en fait, qui est spécifique pour la reconnaissance des entités nommées. Et cette librairie présente plusieurs modèles, à savoir le Gloveless. Son modèle le plus simple était le Glove Embeddings. Et ensuite, pour améliorer la performance du modèle, nous avons utilisé le XLM Robert Talage. Donc, on a eu certains résultats, étant donné qu'on n'avait pas assez de temps parce que le travail était sur une durée de 6 mois. Et lorsqu'on avait, ces données sont des données très larges. Ce qui fait que lorsqu'on appliquait l'augmentation de données, on obtenait encore des données plus larges. Et l'entraînement de ces données-là nous prenait des semaines. Lorsque je lançais parfois l'entraînement de ces données, j'attendais parfois 1 à 2 semaines pour avoir un résultat final. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de conduire toutes les expériences là jusqu'à la fin. Mais on a fait certaines expériences, comme par exemple, ça c'est dans ce tableau, c'est un des résultats dont nous avons obtenu, qui était l'entraînement de données sur les données Cornell et l'évaluation sur les autres domaines, tout en appliquant les techniques d'augmentation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait notre training corpus et on a là certains résultats sans augmentation et puis avec augmentation. Dans la ponctuation, capitalisation, et puis ceci sont les librairies, la librairie NLP-Org que nous avons utilisée. Donc, on va entraîner les données sur, on va entraîner le modèle sur les données Cornell, ensuite l'évaluer sur les autres domaines, c'est-à-dire l'évaluer sur les données Twitter, les données Wikipédia, les données webpage, sur ce tableau, sur cette première expérience, on n'a pas eu trop d'amélioration. Je veux dire, la seule différence dont on voit ici, c'est l'entraînement sur ces données et puis l'évaluation qui nous a montré un peu d'amélioration lorsqu'on évaluait sur les données webpage. Les autres étaient soit constants et soit ça ne montrait pas vraiment d'amélioration. Donc ça, c'est juste un des résultats dont nous avons obtenu. Comme je l'ai dit, on n'a pas pu atteindre, on n'a pas pu conduire toutes les expériences jusqu'à la fin parce que le temps nous a manqué. Alors, l'avantage ici d'appliquer ces techniques d'augmentation spécialement sur les systèmes de reconnaissance d'entités nommées, premièrement, ça nous permettait étant donné qu'au départ, on voulait voir si ça pouvait améliorer la performance du modèle dont on utilisait, c'est-à-dire la librairie Flair qui était conçue spécialement pour les systèmes de reconnaissance d'entités nommées. Donc, en appliquant ce transfert de domaine-là, on voulait voir si ça pouvait améliorer la performance de ce domaine-là. Alors, l'avantage, c'est que ça permet d'améliorer la performance sur certains résultats dont nous avons obtenus. On se rendait compte que certains permettaient d'améliorer, mais d'autres pas. Sur certains domaines, lorsqu'on évaluait, ça permettait d'améliorer et d'autres pas. Également, ça nous permettait de réduire le coût de collecte et d'étiquetage des données. Également, cette technique, plus tard, certains pourront l'utiliser pour les langues à faible ressources. Donc, les langues dont on n'a pas assez de données disponibles en ligne. Également, ça permet de prévenir la rareté de certaines données et aussi réduire le data overfitting. Le data overfitting en français, c'est... Surapprentissage. Oui, la surapprentissage des données, on va dire ça comme ça. Et puis, mais ça permet également d'avoir des modèles, de mieux modeler certaines données de modèles en fait. Alors, mais par contre, on a rencontré certaines limites lors de ce travail. Le travail demandait une évaluation de qualité parce qu'on ne savait pas si les données qui ont été augmentées étaient de qualité. Donc, il fallait évaluer également le système, ou il fallait évaluer également la qualité des données dont on produisait à la fin. Également, nous avons ces méthodes permettaient, en fait, engendrer également de nouvelles recherches qui permettaient de créer de données synthétiques avec certaines applications avancées. Et également, l'autre limite dont nous avons rencontré était si les données de départ présentaient des biais. Ça veut dire que lorsqu'on applique l'augmentation de données sur ces données-là,
à la fois, on aurait également des données qui vont contenir les mêmes biais. En fait, c'était ça le problème, ce qui fait que ces biais-là n'allaient pas disparaître. Et aussi, on a eu un challenge sur l'identification optimale de la stratégie de l'augmentation de données. Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, la reconnaissance d'entités nommées nécessite de prêter une attention particulière parce que, à la fin, si tu utilises mal une technique ou bien si tu utilises une mauvaise technique, tu auras un texte qui n'a pas de sens. Alors, certaines applications de notre travail, ce travail pourrait s'appliquer soit dans les logiciels de deep learning, soit en NLP, soit en reconnaissance d'image, soit en reinforcement learning, ou alors dans les logiciels de machine learning. Et l'application de système de reconnaissance d'identité également. On a certaines applications qui pouvons avoir la classification des contenus pour des nouveaux providers. Bon, en ce sens où on a par exemple un texte. Alors, dans ce texte, appliquer le NER permettra d'extraire certaines entités spécifiques telles que, comme je l'ai dit, la localisation ou par exemple, si on veut identifier le nom d'une personne dans ce texte, l'appliquer nous permettra d'identifier le nom de cette personne, d'une personne spécifique dans le texte, ou d'un groupe peut-être ou d'une association. Également, ça nous permet de faire des recommandations de contenu pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Netflix, par exemple, lorsque vous voyez des séries. Lorsqu'on applique le NER sur certaines données de ces films-là, on se rend compte qu'à la fin, on aura peut-être un système qui va nous... Lorsque nous reviendrons sur notre page où nous avons laissé le départ, on aura une recommandation qui sera assez similaire à ceux dont nous avons l'habitude de consulter. Et également, ça permet un support client. Donc, on a un exemple là d'une femme qui demande please train your staff in Chroma Browser to provide correct details of customer support for feedback. The number given doesn't work. Donc, avec cela, nous pouvons identifier certaines entités spécifiques pour comprendre la plainte de l'utilisateur, par exemple sur un système ou bien sur une application. On a peut-être un utilisateur qui se plaint pour mieux ou pour rapidement comprendre quel est le problème, pouvant appliquer le NER sur ces données de ces réponses ou bien ce dialogue-là pour identifier le problème exact du client. Alors là, sont mes tags. Si vous aimeriez me joindre, il y a Twitter, il y a soit par Machine Learning, ou par YouTube, Masakane ou Tilan. Donc, merci pour votre attention. Je serai ravie de répondre à n'importe quelle question. Merci beaucoup, Tatiana. Très, très belle présentation. Merci, Tatiana. Très intéressant, vraiment. Bon, moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais terminer la séance. Okay. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Je ne sais même pas si c'est une question. Ouais, je pense que Tatiana a répondu. Merci encore, Tatiana, pour ta présentation. Honnêtement, c'est très intéressant et je trouve que c'est assez explicite et assez détaillé. Pour quelqu'un comme moi qui remet les pieds dans tout ce qui est TAL ou bien intelligence, bref, tout ça, tout ce domaine-là, c'est assez clair, voilà. J'allais te demander, avant que tu n'évoques ça, quelles sont les failles, en fait, quels sont les types d'erreurs qu'on observe, parce que je me posais déjà des questions vis-à-vis de l'approche. Et tu as parlé justement de ce problème qui peut se produire si on étiquette mal le texte. Est-ce que tu peux donner un cas pratique? Oui, je vais prendre par exemple une phrase. Je travaille à Google. Supposons que je travaille à Google. Maintenant, lorsqu'on applique la reconnaissance d'identité nommée sur ce texte, on va se rendre compte que le système va reconnaître Google comme étant une entreprise, n'est-ce pas? Alors, si on choisit
de remplacer ou de supprimer carrément, aléatoirement un mot dans cette phrase-là. Supposons qu'on choisit de supprimer Google. On aura un texte à la fin qui n'aura pas de sens. Je travaille à... Je ne sais pas si tu vois un peu. Au lieu de supprimer le mot, on choisit juste de supprimer le caractère, c'est-à-dire soit une lettre dans ce mot-là. Donc, ce que j'appelle caractère, c'est la lettre en fait. Dans Google, on peut choisir soit de supprimer O, soit de supprimer G ou de le remplacer par un autre caractère aléatoire. Au moins, à la fin, le système va toujours reconnaître que, OK, même si on a enlevé un O, ça, quand on dit Google avec un seul O, on sait toujours que c'est Google. OK. Pour Google, ça marche, mais je suppose qu'il y a des mots avec lesquels ça peut créer des Oui, confusions. ça pourrait ne pas marcher sur certains mots, mais le pourcentage, en fait, le pourcentage est élevé par rapport à si on le supprime carrément. Ou alors si on le remplace carrément. Si on le remplace par peut-être le nom d'une personne, ou alors on le remplace par le nom d'une ville, ça n'aura plus de sens. Oui. Attends, il y a encore un truc qui cloche. Du coup, si on enlève une lettre, OK. Et est-ce que tu as une idée du spectre d'utilisation de cette approche? Je vois, tu as très vite spécifié que ça marche beaucoup plus dans le cas de l'identification, de la reconnaissance des entités nommées. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines? Parce qu'il me semble que c'est du coup, le spectre est assez réduit, me semble, d'utilisation de cette méthode. Au départ, j'ai présenté en général les différentes techniques d'augmentation de données en NLP. Donc, pas seulement dans la reconnaissance d'identité, comme ici, le remplacement par synonyme, la traduction ARIES. Dans le système de traduction automatique, on a par exemple la traduction ARIES, c'est-à-dire qu'on prend un mot, on le traduit, et puis on prend la traduction, on retraduit à la langue de départ. Oui. Donc, ça, c'est en général. Mais ceci, on ne peut pas l'appliquer dans la reconnaissance des entités nommées. Là, on est d'accord. Parce que, voilà, ceci marche beaucoup plus le système de traduction automatique. Donc, on peut pas, ça c'était en général. Et maintenant, dans notre cas spécifique, voilà les méthodes dont on a opté. Dans la suppression des ponctuations, la suppression des... oui, je comprends des lettres majuscules. Des lettres majuscules, voilà. C'est cette technique dont on a opté pour ce cas spécifique, en fait, pour la reconnaissance des entités nommées. OK, je comprends bien. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que là, tu as clarifié un aspect, notamment en me faisant comprendre qu'en fonction de ce qu'on veut atteindre comme objectif, on va choisir un certain critère, OK, parmi ce que tu as cité. Bien. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des types de travaux de recherche dans lesquels cette méthode n'est pas appropriée alors? Je dis, je ne sais pas si Elvis, tu me comprends. Par exemple, dans nos travaux, bon, je sais qu'il y a des tâches dans lesquelles, oui, ça va certainement être utile, mais il me semble qu'elle est limitée ou je ne sais pas. En fait, si je comprends bien, tu veux savoir si on peut appliquer, Exactement, les méthodes aussi sur un autre cas. Pas forcément un cas, mais jusqu'à quel point on peut exploiter ça dans les diverses tâches du NLP, en fait, du traitement automatique ou bien du Natural Language Processing. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend, comme tu l'as dit, ça dépend de l'objectif que tu vas atteindre. Et lorsque tu as déjà, OK, l'objectif ou bien le but que tu aimerais atteindre, c'est à toi maintenant d'analyser, OK, parce que ce que nous, on a fait, comme on a laissé les techniques en général, maintenant, pour notre cas spécifique, on a dit, pour ce cas-ci, on sait très bien que si on adopte cette méthode, ça ne pourra pas marcher. Donc, c'est la même chose. Si on prend les méthodes dont nous avons adoptées pour ce cas, ça pourrait ne pas marcher pour un autre cas, comme ça pourrait toujours marcher. Donc, ça dépend de l'objectif dont tu aimerais atteindre. Oui, ah, OK. D'accord. Merci. J'avais encore envie de poser une question, mais peut-être, je sais quand M. Bonny aura la parole, on va dormir là. Bon, OK. C'est peut-être mieux que je lui passe des... M. Bonny.
Je te passe la parole parce que je ne vais pas dormir là. Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Vas-y, pose ta question. Oui, j'aimerais savoir comment s'est fait le choix de la méthode. Est-ce qu'il y a d'abord eu une forme d'état de l'art? Si oui, comment ça s'est fait? C'était un travail de recherche, c'était un programme, on va dire, un programme de recherche de 6 mois où il fallait définir un thème. Alors, on s'est assis et puis on s'est dit que, OK, le laboratoire dans lequel je travaillais, c'était un laboratoire qui a créé, en fait, c'est le laboratoire qui a créé la librairie Flare dont nous avons utilisé. Du coup, on a choisi, OK, on a la librairie, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Quel est le problème qu'on peut résoudre avec ce librairie, vu que la librairie a été conçue pour les systèmes d'entités nommées? Comment est-ce qu'on pouvait améliorer les modèles pour lesquels cette librairie a été conçue? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alors, on a donc décidé d'opter, OK, est-ce que si on applique un transfert de domaine, c'est un peu comme du transfer learning, c'est-à-dire si on applique un transfert de données, c'est-à-dire qu'on quitte d'un domaine à un autre domaine, est-ce que ça pourrait améliorer la performance du modèle? Donc, voilà un peu ce qui se passait. On n'a pas fait une étude de là ou bien c'était des idées de recherche dont on a émis et puis on a adopté une idée de recherche qu'on a décidé d'implémenter. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je comprends bien, Tatiana, ça veut dire qu'on ne sait pas, qu'elle ne sait pas, elle n'est pas au courant peut-être d'autres travaux qui ont exploité la même approche, jusqu'à quel point ça fonctionne ailleurs, ou bien ça a aidé. C'est ça, Tatiana. Il y en a, il y en a des travaux de recherche qui ont travaillé uniquement sur les deux psy, par exemple, et qui ont eu de très bons résultats à la fin. C'est juste que je n'ai pas cité ici, je n'ai pas des références en tête. Peut-être je pourrais les partager un peu plus tard. Donc, ces deux, par exemple, c'est Synonym Replacement et Back Translation. Et il y a même également des travaux sur les langues africaines qui ont adopté ces deux techniques également. Je pense que je l'ai déjà lu sur un article. Donc, il y a des travaux, en fait. Il y a des chercheurs qui ont dû implémenter ces techniques-là. Et pour rappel, je l'avais même d'ailleurs proposé lors du dernier challenge. Et voilà. Ça coupe, hein. On ne t'entend plus. C'est juste que je n'ai pas ajouté des références ou bien des travaux similaires ici. On est là, alors, ça coupe chez toi, on ne sait pas si tu parles. Ah ouais, bon. Alors, moi, je vais revenir sur... Bon, voilà. Moi, je vais revenir sur un certain nombre de choses. Et effectivement, le sujet de l'augmentation, c'est un sujet qui est très important, surtout pour les langues qui ne disposent pas de ressources, dans des problématiques NLP. Et l'avantage avec l'augmentation, c'est justement la capacité de produire des données plus ou moins fictives qui vont permettre de mieux cerner la tâche que l'on souhaite traiter. Ici, par exemple, c'est le cas des anténommés. On avait discuté justement de ce sujet d'ailleurs lors de notre précédent challenge. Et pour les références, tu les as hein, dans l'article qu'on avait rédigé là. Il y a pas mal de références là-dedans sur les différentes techniques et autres. Moi, ma question, ce sera au niveau de la langue. C'est aujourd'hui l'augmentation, enfin, en tout cas, ce qui est aujourd'hui proposé dans les stratégies d'augmentation des données ont été beaucoup plus testés et valorisés sur les langues européennes, le français, l'anglais, langues en gros dotées, dont les structures syntaxiques sont relativement figées et qui se rapprochent un peu des techniques aujourd'hui proposées. La synonymie par remplacement, la suppression,
à la fois au niveau du caractère, du mot, des syllabes, ainsi de suite, le remplacement des mots, la substitution, ainsi de suite. Donc, l'ensemble de ces techniques-là s'applique très bien dans les langues européennes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de travaux qui ont fait état de cet usage-là sur les langues peu dotées d'Afrique. Il y en a quelques-uns. Mais, Ouais. mais là encore, mon problème aujourd'hui, c'est plus au niveau même de la spécificité de la technique pour chaque langue. Est-ce que de telles stratégies pourraient s'appliquer de la même manière qu'on l'applique sur les langues européennes que sur les langues africaines? Moi, j'avais, pour la détection des entités nommées en Mala, lors du challenge, je vais tester l'ensemble de ces techniques. Les résultats, on avait une légère amélioration qui se profilait, mais je me suis rendu compte que finalement, les résultats obtenus ne dépendaient pas forcément du fait qu'on remplace les mots, mais ça dépendait de l'organisation des entités en termes de proportion par rapport au nombre de phrases de la référence de l'entité. Bon, là, je m'explique. Donc, on a un corpus, par exemple, qui traite de 10 entités. Dans ce corpus, on a chaque phrase. Donc, en gros, on a 10 phrases. Dans chaque phrase, on a 4 ou 5 entités. Ici, l'organisation, les lieux, ça c'est plus pour le même. Et lorsqu'on fait l'augmentation, on va donc dire pour chaque phrase, on a 10 phrases. Donc pour chaque phrase, je vais donc remplacer, ça c'était la technique que j'ai proposée, remplacer l'entité, la référence de l'entité dans la phrase et itérativement. Donc pour une phrase qui contient une entité organisation, je reprends une autre entité organisation, je le fais changer par une autre phrase qui contient une autre entité organisation. Ce qui fait que on va construire des phrases avec des entités organisation qui vont se mettre dans la même position, mais avec des contextes différents. OK. Et ce n'est que pour moi, c'est ce que j'ai vu, cette technique-là qui fonctionne pour les langues africaines. Parce qu'en faisant comme ça pour les entités nommées, on conserve le contexte du fait que si on parle d'un lieu, tout à l'heure tu parlais de Google par exemple, si tu un mot, un caractère dans Google, pour moi, même si on entraîne le système à reconnaître les fautes de l'entité, on perd la capacité du système à reconnaître l'entité lui-même. Parce que pour moi, le but, ce n'est pas de traiter comment dire, le rapprochement qu'on va faire d'un mot avec un autre mot sur l'entité, mais plutôt d'apprendre au système de reconnaître le contexte dans lequel l'entité apparaît. Là, si je dis je vais travailler chez Google, il faudrait qu'on trouve une autre entité similaire. Par exemple, je vais travailler chez Microsoft, je vais travailler chez Meta, ainsi de suite, qui match la même entité. Si on supprime le i, moi j'ai l'impression qu'on perd de l'information sur l'entité et par contre on conduit au biais. Bon, mais là, c'est une hypothèse que je mets, mais tu me diras si c'est avéré ou pas. Donc, ma question finalement, c'est de se dire, est-ce que la langue ne joue pas, la langue et la stratégie même de l'augmentation ne jouent pas lorsqu'on traite spécifiquement des langues africaines? OK. Merci pour la question. Ce que je vais dire dans ce contexte-là, c'est que il se pourrait en appliquant cette stratégie-là, on ait à la fin une phrase qui n'a pas le même contexte. Comme l'autre là si bien dit, OK, pour Google ça marche, mais est-ce que pour toutes les phrases ça pourrait marcher? Parce que ta méthode, si on enlève le mot qui était l'organisation, on le remplace par un autre mot qui est aussi identifié comme une organisation, ce mot-là pourrait ne pas peut-être convenir à la phrase ou aux mots qui précèdent ce mot en fait. On pourrait perdre le contexte à la fin.
Ça pourrait signifier autre chose. Mais maintenant, lorsqu'on va traduire le texte là, est-ce qu'on aura la même traduction à la fin? Mais, Peut-être pas. en fait, là, tu te positionnes dans un contexte de traduction. OK. Là, du fait qu'on parle du français pour de l'anglais. Mais si on est vraiment dans une stratégie où Oh, OK. on veut vraiment traiter une langue, pas en comparaison avec une autre langue, juste la langue. Ah, pour cela, je ne saurais vraiment donner une réponse concrète à cela parce que je n'ai pas encore expérimenté cela sur les langues africaines. Du coup, cette méthode, ça semble être une bonne méthode. Comme tu l'as dit, OK, si à la fin, on a toujours, on parvient à reconnaître que c'est OK, c'est le même entité qui a été reconnue. On pense que OK, ça pourrait toujours être bien à la fin. Ou alors, c'est le même entité qui a été reconnue avec les mêmes étiquettes. Ça pourrait également nous produire une bonne précision ou bien une assez similaire précision. Mais je pense quand même que oui, si on va dans ce sens, ça pourrait marcher. Si on a juste des mots en langue, si on ne sait pas de comparer des langues, Mhm. Bon, ici aussi, ça serait également un truc à expérimenter. Mais je mhm. pense qu'on l'a déjà, on l'a expérimenté dans le challenge précédent. Bien, tout à fait. Justement, Voilà. il y a d'ailleurs le code de source qui est sur GitHub. Mhm. Et, et honnêtement, ça marche très bien. Je pense, ça marche, mais même s'il faut encore améliorer des choses, parce que le défaut de cette technique, C'est c'est de de trouver des phrases similaires où on a les mêmes entités. trouver les phrases similaires et aussi de contrôler le nombre d'entités augmentées par rapport aux autres entités. Parce que si une phrase contient trop d'entités, par exemple sur l'organisation, si on leur monte sur toutes les variantes possibles de l'organisation, on aura trop de phrases comparées à d'autres entités. Et ça va créer un décalage entre les étiquettes d'entités. Mhm. Et Donc, il faut ça nécessite aussi beaucoup de temps. Hein. tout à fait. Il Beaucoup faut de choisir ressources. un contexte et augmenter sur les contextes les plus faibles. Et je pense que la meilleure stratégie serait de faire une première classification des entités, détecter les entités les plus minoritaires qui ont du mal avec des scores très bas. Et sur ces entités-là, implémenter maintenant des stratégies d'augmentation, aller récupérer les contextes sur les entités, les étiquettes qui font plus sens avec des meilleurs scores et les adjoindre à ceux qui ont du mal en termes de détection. Et là, maintenant, on essaie d'équilibrer le système par là. Voilà pour moi un peu ce que je pourrais proposer hein, pour contrer ce truc. Mais il y a encore pas mal de choses. Hein. Je pense que Mhm. l'avantage des langues africaines, c'est qu'il y a une complexité euh, Ouais, au, au niveau au- des langues. au niveau des langues, au niveau sémantique, qui fait que la position de l'entité a une importance, mais le contexte Également. a aussi, voilà, je pense, a aussi cette grande part dans la détection de l'entité. Moi, j'ai une autre question, c'est maintenant au niveau de l'évaluation, parce que un autre problème sur cette tâche, c'est l'évaluation. Mhm. Euh, c'est comment aujourd'hui, bon, là j'ai vu, tu as fait une évaluation, tu as comparé sur plusieurs corpus. Euh, comment est-ce que tu distingues les données augmentées des données réelles et comment est-ce que dans ta stratégie d'évaluation, tu mets en valeur le fait que, bon, là, j'ai augmenté les données. Donc, les données que tu augmentes, forcément, ne sont plus des données de référence. Donc, ça, il y a aussi une part de biais que tu introduis quand tu fais Mhm. l'augmentation. Comment est-ce que tu considères ce biais-là dans tes résultats? Déjà, peut-être je ne l'ai pas mentionné lorsque j'expliquais. En fait, ce qu'on en fait, c'est qu'on applique les techniques d'augmentation sur les données de départ. On les entraîne, on entraîne le modèle avec ces données-là. Mais l'évaluation se fait sur les données sans augmentation. Je ne sais pas D'accord. si on se comprend. Voilà. L'évaluation se fait sur les données sans évaluation. Donc, sans augmentation, en fait, des données dont on n'a pas appliqué les techniques d'augmentation.
D'accord. Donc, je ne sais pas si... Donc, ouais. voilà. Donc, en gros, oui, tu augmentes, mais tu n'utilises pas ces mêmes données pour Pour l'évaluation. Donc, l'évaluation, exactement. et est-ce que tu sais quand même calculer le taux de biais que l'on peut avoir dans les données d'entraînement et qui pourrait peut-être affecter les résultats lors de l'évaluation? On n'a pas fait ce calcul-là. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait certains biais, comme je l'ai expliqué. Mais on n'a pas calculé à quel taux ces biais-là apparaissaient. Hmm. Parce que généralement, bon, ça, c'est pas encore des études qui sont effectives, mais il y a quand même des personnes qui commencent à s'interroger Exactement. sur comment est-ce qu'on introduit justement les biais pour affiner les résultats et se dire que si l'augmentation, certes, apporte des gains en performance, est-ce que derrière, puisque ce sont des éléments qui sont autogénérés, c'est derrière ce qui est demandé aujourd'hui dans tout ce qui est IA éthique et IA gouvernance, c'est notre capacité à contrôler le système et à bien distinguer ce que nous considérons comme données de référence, données principales, et ce que nous considérons comme données augmentées ou données générées. L'IA générative aujourd'hui vient avec beaucoup de données qui sont autoproduites par le système. Il faudrait qu'on arrive aussi à distinguer ce qui est généré par une IA et ce qui n'y est pas. Donc, de manière à faire bien la différence dans nos stratégies d'évaluation entre les deux parties. Ouais. Et Euh, cela constitue également l'une des limites dont j'ai présenté. Il y avait eu un challenge dont il fallait évaluer la qualité de données qu'on produisait à la fin. C'était également un challenge pour nous. Comme tu l'as dit, on s'est rendu compte qu'on avait des biais sur ces données qui ont été augmentées. Donc, la limite, c'était de vraiment évaluer la qualité de ces données-là. Et je pense que, comme je l'ai dit, dans ce résultat, les résultats n'ont pas été vraiment satisfaisants à tous les niveaux. Parce que, de un, on avait l'évaluation de la qualité de ces données dont on produisait qui faisait problème. Et également, en second point, on avait le fait que les domaines dont on manipulait étaient vraiment des domaines éloignés. Si on prend par exemple le domaine de Twitter, les données dont on récolte sur Twitter et les données dont on récolte sur Wikipédia, on va s'en rendre compte que ce sont des domaines qui sont vraiment pas très proches. C'est ça qui fait en sorte que lorsqu'on évalue sur un autre domaine, le résultat pourrait ne pas être vraiment satisfaisant, soit stable ou alors vraiment ne montrer pas vraiment une certaine amélioration à cause du fait que ces données vraiment étaient d'une certaine distance en termes de domaine. Donc, c'était les deux points qui présentaient les limites lorsqu'on a eu les résultats. En fait, ce qu'on s'est rendu compte. OK. OK. Alors, j'ai une autre question, c'est aujourd'hui, si on veut parler vraiment stratégie, on est d'accord que l'augmentation pour les langues africaines, c'est quelque chose d'utile. En tout cas, il faut vraiment y penser. Exactement. Est-ce qu'il existe déjà Donc, c'est un travail même déjà dessus. est-ce qu'il existe déjà des approches génératives d'augmentation Pour les langues africaines. pour les langues africaines ou pour toute autre langue, hein, même pour le français, parce Les langues à faible ressource. qu'on constate qu'aujourd'hui que l'IA génératif est un peu partout. On fait du génératif sur à peu près tout aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà pensé ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours ou déjà réalisées sur l'IA génératif pour faire de l'augmentation de données? Je ne pense pas me souvenir, mais je pense avoir lu certains articles qui travaillent dessus, surtout sur les langues à faible ressource. Je pense qu'il y a certains articles qui ont mentionné qu'ils utilisent les large language models. De nos jours, c'est ça qui est à la mode.
pour appliquer l'augmentation, les techniques d'augmentation sur les données. Mais, oui, vas-y. Mais ces méthodes, je ne les maîtrise pas vraiment bien, mais je les ai lues juste en passant comme ça dans certains articles où ils utilisaient des large language models comme les GPT, les modèles de Facebook et de Google et tout ça pour générer des données en fait sur des langues à faible ressource. Et d'ailleurs, NLP.org, hein, la librairie dont tu cites là, utilise justement les large language models pour faire de la suppression, de la substitution et de l'insertion. Donc, c'est déjà mobilisé dans certaines librairies. Mais en fait, le problème, c'est vraiment parce que bon, les grands modèles de langue, on peut les utiliser pour étudier les contextes et prédire, par exemple, les mots et les substituer. Mais maintenant, il y a une autre étape qui est vraiment la génération. Donc, avec l'IA générative, on est capable de dire, voici une phrase, écris-moi un article. Et lui, derrière, il va construire son raisonnement, il va tout générer. Est-ce qu'on ne serait pas aussi capable de dire, voici un texte, voici des entités, voici des phrases avec des entités. Génère-moi 500 variantes de cette phrase avec d'autres entités du même type, par exemple. Je ne sais pas, mais je pense que le GPT-4 fait ça, non? Est-ce qu'il fait ça? Moi, j'ai su, c'est pas terrible. Je n'ai pas souscrit, vu que la version GPT-4 est payante. Moi, je n'ai pas souscrit, mais je pense avoir entendu des choses pareilles où ça te génère, soit ça te résume des textes, ou alors ça te génère des textes. Tout à fait, il fait ça. Maintenant, je Voilà. dis la question des phrases pour l'augmentation. Là, on parle de l'augmentation. Hein. Pour l'augmentation, je ne pense pas que ça existe déjà. Ça À ma serait connaissance. un très bel angle d'attaque pour aller Ouais. chercher, pour produire de telles choses. Mais bon, ça, c'est à tester. Je pense qu'on a un autre challenge de toute façon. Ce sera le bon moment de tester ces autres stratégies Ouais. d'augmentation et de valider. Parce que de toute façon, aujourd'hui, sur les données qu'on a, par exemple, en roman là ou dans les langues camerounaises, on a toujours 3000 phrases, hein, 3 000 à 4 000 phrases. Et c'est pas suffisant. Exactement. C'est pas suffisant, malheureusement. Surtout si on veut utiliser des modèles larges. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai monopolisé la parole depuis. C'est bon de mon côté. On voit que tu as live. C'est bon aussi chez moi, il n'y a pas de question. Ok. Pas de question chez moi. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci. En tout cas, Tatiana, c'est un très bon sujet. Il est promoteur. On pourrait faire une thèse avec ce sujet. Ouais. Parce que c'est très riche et ça a une importance assez. En tout cas, pour les langues africaines, c'est crucial pour les avancées en NLP. Et je pense qu'en interne, c'est un sujet aussi qu'on doit creuser. Et moi, j'ai créé d'ailleurs une petite librairie que je vous ai partagée hein, dans le groupe de développement. Il faudrait que dans cette librairie, qu'on intègre aussi des approches, des stratégies d'augmentation pour qu'ils soient dédiées vraiment aux langues bantou et qu'on voit comment aussi inviter la communauté à contribuer dessus. Donc, voilà. Je suis à Paderborn, en Allemagne. Dans le groupe, vous allez donc trouver le lien de l'outil. Je vais faire une petite réunion. On va se coordonner sur comment est-ce qu'on développe cet outil. Ce sera une librairie Python hein, qui va analyser les textes, qui va faire de la tokenisation, l'hématisation, enfin, toutes les stratégies NLP. Lorsqu'on soumet, le but sera de dire, lorsqu'on soumet un corpus
de texte en langue, que l'outil soit capable de le traiter dans toute la chaîne linguistique. La tokenisation, l'immatisation, l'analyse morphosyntaxique, la génération même, du tagging, que ce soit du net, du post, ainsi de suite. Et le but, voilà, c'est qu'on le construise ensemble.